C'est un peu comme si un jour quelqu'un venait voir un architecte et lui dit voilà, monsieur l'architecte, j'ai besoin d'avoir une maison, faites-moi un plan. Sans lui dire comment il veut y vivre, combien il a d'enfants, quels sont ses besoins. Et l'urbanisme, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on fait des documents d'urbanisme, des réglementations qui aboutissent à des planifications urbaines, mais on n'a pas demandé aux gens quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs besoins, pour adapter l'organisation du territoire à ces besoins. Et donc on en est arrivé aujourd'hui à une ville normée, une ville imposée, et une ville finalement subie par les habitants. Fort de ces analyses, je me suis dit on ne peut pas continuer comme ça. En fait, une ville qui ne prend pas en compte ses habitants. Qui ne prend pas en compte ses habitants, qui leur impose des modes de vie, des conditions de vie, mais qui ne va pas au-devant de ses habitants pour leur demander au départ de s'exprimer, d'exprimer leurs besoins, de discuter avec eux, de dialoguer, d'échanger pour savoir exactement quelles sont leurs attentes. Alors, il y a des procédures qui existent. Oui, la concertation. Oui. Effectivement, le législateur s'en est préoccupé. Oui. Mais cette concertation, quand on voit la manière dont elle se pratique, quand vous avez une enquête publique, vous n'avez que des propriétaires qui viennent. Ce ne sont pas les usagers, ce ne sont pas les besogneux de la vie qui viennent s'intéresser au plan d'urbanisme. Souvent, ils ne savent même pas lire un plan et ils ne savent pas ce que c'est qu'un document d'urbanisme. Je suis sûr que si on faisait une enquête dans les rues de Marseille, en demandant aux gens qu'est-ce que c'est qu'un PLU, il n'y en a pas beaucoup qui vous répondraient correctement. Alors comment faire pour que les gens puissent être partie prenante? C'est ce que j'explique dans la dernière partie de mon ouvrage, c'est que préalablement à la réflexion urbaine telle qu'on la mène aujourd'hui, telle qu'elle est menée dans les cabinets d'études, dans les agences d'urbanisme, dans les mairies, il manque à mon sens cet échange préalable citoyen, cette participation citoyenne avec l'implication de la société civile. Qui a été ratée à travers la concertation. Qui a été ratée au travers de la concertation. Il y a de l'information. La concertation, aujourd'hui, c'est de l'information. Il y a même des communes qui ne font pas de concertation, qui se contentent d'exposer le projet à un public captif dans une salle. Au bout de 2 heures, on dit voilà, on vous a présenté le projet, que vous n'avez rien à dire. Bon, chacun s'en va, n'a plus ou moins bien compris ou mal compris, et finalement, la concertation n'a pas lieu. Alors, j'ai eu l'occasion, dans les dernières années de carrière professionnelle, d'amener des politiques à avoir cette réflexion préalable. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une forte attente des citoyens, des gens, dès qu'on va vers eux, dès qu'on les rencontre chez eux, sur leur terrain, dans la rue à côté de chez eux, ils vous expliquent ce qu'ils ressentent. Et là, vous avez la possibilité de tenir compte et d'adapter vos documents d'urbanisme aux attentes des habitants. Que ce soit en matière de commerce, de stationnement, de transport en commun, de services. Mais est-ce que les habitants ne sont pas plutôt focalisés sur leur propre vie, à eux, leurs intérêts Bien sûr, parce que les habitants... Sans avoir de vraie vision urbaine. Ils ne peuvent pas avoir de vision urbaine, les habitants corrects, dans la mesure où on ne les a pas éduqués. J'ai lu pas mal d'articles de la part de sociologues, de pédagogues comme Henri Mérieux, le professeur Henri Mérieux. Et il explique très bien dans des articles de Monde en 2016, en août 2016 précisément, qu'il manque aujourd'hui en France une éducation à la ville. Les gens ne sont pas formés, ne sont pas éduqués à la manière de vivre la ville et surtout de la respecter, de se respecter. Et ça, cette éducation-là, elle ne s'invente pas. C'est pas quand on a 16 ou 17 ans qu'on peut l'inculquer dans la tête des jeunes. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il faut le faire dès le primaire, en cours moyen, avant d'entrer en 6e, et puis continuer au collège. Et finalement, quand le pli est pris, il y a des réflexes automatiques qui s'opèrent, et les habitants, ces jeunes qui ont 10 ans et qui, à l'échéance municipale suivante, sont peut-être des électeurs, ces jeunes-là ont une réflexion plus aguerrie, plus mature que celles qui n'ont pas aujourd'hui. Donc l'urbanisme humaniste, c'est un urbanisme qui prend en compte les habitants. Qui associe les habitants, qui fait partie des gens qui vivent là, qui ne sont pas forcément habitants, peut-être que sur des... Non, c'est des usagers, d'une manière générale. C'est des usagers des usagers de la ville qui se rencontrent, qui se croisent et qui font la vie, quoi. Et c'est ce que je propose dans mon cas, c'est avant de faire le projet d'urbanisme, imaginons un projet de vie sous tous ses aspects, à la fois matériels et immatériels. Et organisons le dialogue, faisons exprimer les gens. Et ensuite,
on saura à quoi s'en tenir et que prendre en compte pour bâtir le projet de territoire et le fameux SCOT ou PLU qui nous sera imposé et dont on devra qui est en enquête publique en ce moment, le PLU intercommunal. oui, Qui est à l'enquête publique. Donc, de la façon dont vous venez de parler de concertation, on affiche des choses et puis... La plupart du temps, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on affiche les choses une fois que la messe est dite. Ouais. Donc les gens n'ont plus qu'à acquiescer ou bien critiquer, pour certains qui osent le faire. Mais en réalité, ça arrive trop tard. On sait très bien quand une enquête publique se déroule, la marge de manœuvre à la sortie est extrêmement limitée. Le commissaire enquêteur donne bien avis, mais on n'a même pas besoin il n'est pas obligatoire de le respecter. Donc les élus et les services de l'État ont toute liberté de faire ce qu'ils veulent à la sortie. Donc finalement, le citoyen, s'il n'est pas directement en prise avec le pouvoir politique au moment où il élabore les documents, quand il arrive à la République, les choses sont faites et puis il n'a plus de pouvoir de faire modifier grand-chose. C'est un travail, je dirais que c'est un travail de longue haleine, ça. Il faut former les gens, les amener à avoir le souci du bien commun. J'appelle ça moi, le souci du bien commun, c'est pas simplement le souci de son intérêt personnel, mais l'intérêt de l'individu qui vit au sein d'une société et qui doit prendre en considération, au moins faire attention à ce que la bulle du voisin ne vienne pas se télescoper avec la sienne. Voilà. On trouve toujours un équilibre dans les rapports sociaux. C'est ce souci du dialogue, de la concertation, qui nous permet d'avancer de façon apaisée et que la vie se fasse de façon apaisée. C'est d'autant plus nécessaire qu'on va aujourd'hui vers une ville beaucoup plus compacte, avec l'évolution de la démographie. On attend 9 milliards d'habitants en 2050, alors qu'on n'en était que 2 milliards au début du siècle, début du XXe. Donc cette population qui a de plus en plus tendance à s'agréger, à s'agglomérer au sein des espaces urbains, va nous amener à vivre un peu la japonaise, en quelque sorte, ou la chinoise, dans des villes beaucoup plus denses, beaucoup plus démographiquement, beaucoup plus peuplées. Et il faut d'autant plus se préparer à cela, et on peut le faire qu'en éduquant les gens à s'accepter, à se tolérer et à aller les uns les autres. Quand je dis ça, c'est facile à dire. Et à prendre conscience peut-être aussi que la ville, c'est un organisme qui est vivant et qui peut s'organiser d'une façon ou d'une autre. Comment vous voyez l'avenir? Bon, ça c'est un constat que vous faites. Vous pensez que ça peut évoluer dans quel sens dans les 20 prochaines années? Comment ces choses-là peuvent évoluer? Ça, c'est le grand point d'interrogation. C'est pour ça que mon livre, je l'ai intitulé en sous-titre « Réalité d'hier, utopie d'aujourd'hui et réalité de demain ». Point d'interrogation. Donc je suis assez prudent. Je ne lis pas dans le mar de café, simplement j'alerte les politiques, j'alerte les professionnels de l'urbain, les habitants, les citoyens, les enfants des écoles. J'alerte la population dans son ensemble à être vigilante sur la manière dont se conçoit le cadre de vie des habitants. C'est en étant acteur de ce cadre de vie qu'on pourra demain apporter sa réflexion, critiquer, proposer pour que les choses aillent de mieux en mieux. Je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie, un travail d'éducation, un travail de formation qui part de l'école et qui se prolonge dans la vie publique au travers des communautés, des communes, des communautés d'agglo. Il y a déjà des élus aujourd'hui dans la région, j'en connais quelques-uns, qui ont mis en place des conseils d'élèves, des conseils municipaux d'élèves. Je trouve que l'initiative est excellente. Je vois le maire de Méreuil, le maire de Coudou ont mis en place ce genre de structure pour les enfants qui ont été très intéressés, très passionnés par cette mise en relation et qui ont envie de communiquer. Ça fera des adultes un peu plus conscients de l'espace public. Et en même temps, ces enfants en parlent à leurs parents. Et les parents s'intéressent également à la vie publique. Donc le bien commun, ce n'est pas quelque chose que l'on va découvrir, mais c'est quelque chose que l'on travaille et qui se travaille au quotidien par ce type d'action, par des colloques, par des rencontres, par des expositions, des concertations qui ne sont pas que des informations. C'est tout ça, ce travail. C'est ça l'urbanisme de l'humain. Ça passe par là. Si les élus, les responsables politiques
n'en prennent pas conscience, et bien on continuera à imposer des points de vue, à asséner des projets qui ne seront pas du tout acceptés. Alors, l'urbanisme de l'humain, mais ça peut être aussi l'urbanisme de la femme, puisqu'il y a beaucoup de critiques aussi aujourd'hui qui disent que l'espace urbain, la ville, elle est plutôt faite par les hommes et pour les hommes, et que les femmes ne se sentent pas vraiment... Alors, je dirais de moins en moins, parce que j'ai pu constater, quand on va dans des cycles de formation, j'ai fait pendant des années des formations à l'Institut d'aménagement régional, au Centre d'études juridiques d'urbanisme à Aix ou bien dans des colloques à Paris ou ailleurs, et je me suis aperçu qu'au fil du temps, un exemple, quand j'ai fait mes études d'urbanisme dans les années 70, début 80, dans les salles de cours, il n'y avait que des hommes, ou une femme. Il devait y avoir une ou deux femmes pour une trentaine de personnes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les femmes qui se sont, quand on va dans les bureaux d'études aujourd'hui, qui travaillent dans la région, ce sont souvent des femmes qui viennent autour de table auprès des politiques pour expliquer, pour présenter des documents. Donc la femme prend beaucoup de place dans la conception, dans la réflexion de la ville.